Oui, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la méthodologie pour entrer les séquences dans la base de données de Mycosphera. Donc, voici la page de séquençage ADN. C'est ici qu'on retrouve toutes les informations concernant le séquençage et entre autres la base de données de séquençage qui regroupe l'ensemble des séquences soit à partir des échantillons qui n'ont pas encore été séquencés, mais qui doivent être séquencés. On voit ici la colonne action, par exemple, d'échantillons qui sont prêts à être envoyés et qui sont dans l'attente de séquençage, et de d'autres observations, de d'autres échantillons qui ont été séquencés, auxquels on peut suivre tout le développement de ces échantillons-là, le lien avec l'observation jusqu'à la technologie de séquençage utilisée, ainsi que le dépôt de la séquence en elle-même, les fichiers AB1, le validateur, le fichier brut s'il faut, avec toutes les informations qui peuvent suivre là, et les dernières modifications. Donc, c'est à partir de ça qu'on construit tout le flux de travail pour organiser notre séquençage. C'est une étape qui est nécessaire pour identifier les espèces. Et surtout, l'enjeu, c'est de suivre la séquence puis de les associer à notre observation. Puis l'idée ici, c'est de centraliser tout à un endroit. Donc, vous êtes déjà familier avec la base de données d'observation mycologique, mais sachez qu'il y a une base de données de séquençage d'ADN. Donc, vous retrouverez cette page dans le portail mycologique, dans les pages d'entrée. Là, vous pourrez voir séquençage ADN. Vous cliquez dessus, vous atterrissez ici. Puis là, ce qui est intéressant à faire, c'est que grâce à cette base de données-là, on pourra suivre chaque échantillon leur suivi. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on sera à faire notre propre séquençage à l'interne, on pourra suivre est-ce qu'elle a été extraite, amplifiée, à réfrigérer, à séquencer, à valider, parce qu'une fois qu'on a la séquence, il faut la valider, ce qui veut dire la nettoyer, la curer. Et puis, on a le suivi aussi du statut dans l'état dans lequel elle se trouve. Ce qui va vous intéresser à cette étape-ci du vidéo, c'est de vous montrer en fait qu'il y a une page qui s'appelle Atelier de séquençage juste ici. Vous cliquez dessus et vous l'ouvrez plein de pages avec l'onglet d'étirement en haut à gauche. Puis, vous tombez sur une autre base de données qui est en réalité la base de données d'observation. C'est la même, mais avec des vues filtrées. Ce qui veut dire qu'ici, on a regroupé les informations qui nous intéressaient, puis on a ajouté un bouton qui s'appelle séquençage. Ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. C'est à chaque fois qu'on va cliquer sur ce bouton-là, il y a un lien qui va se faire automatiquement dans l'autre base de données de séquençage. Ici, on est sur une base de données d'observation. Ça veut dire que ce sont nos observations de champignons. C'est la même base de données, mais la vue est filtrée. Puis il y a un nouveau bouton, séquençage. On clique dessus, puis ça va générer automatiquement une relation. Par exemple, je ouvre la base de données de séquençage. Je vais ouvrir une nouvelle page. Je retourne là où j'étais pour vous expliquer, afin que vous figuriez comment ça fonctionne. On attend que ça télécharge. Donc, le principe, c'est qu'en descendant ici, on attend que ça télécharge. Ici, on ne voit aucun résultat, mais en réalité, les noms vont s'afficher bientôt. On attend ici que ça télécharge. En attendant que ça télécharge, je vais revenir ici. Mais autrement dit, on clique sur séquençage, ça génère une nouvelle ligne dans cette base de données, puis ça fait la liaison automatiquement. Donc, on a créé une relation qui correspond. Bon, on voit ici par exemple. J'aurais cliqué, par exemple, le premier, Cordyceps, ça l'aurait créé ici, par exemple, Cordyceps, ça aurait réutilisé le même nom, puis on voit ici une petite page avec une flèche. Ça veut dire que c'est un lien. Si je clique dessus, ça va m'amener sur ma relation, donc de mes observations, puis ça permet de faire une correspondance directe, c'est vraiment ça sauve du temps en fait, là, ça permet de rattraper toutes les informations à un endroit.
Donc, maintenant que vous avez compris cela, ici, autrement dit, on pèserait sur séquençage à chaque fois qu'on est prêt à envoyer l'échantillon. La raison pourquoi je ne clique pas sur toutes ces espèces-là, c'est que je vais vous montrer en fait comment on fonctionne en temps réel lorsqu'on fait un échantillon. Donc, retrouvez-moi sur ma caméra, je vais vous montrer mon plan de travail. Vous allez voir comment je mets dans les microtubes les échantillons. Puis après ça, on retournera sur la page de Notion pour voir comment que je complète les étapes. Donc, de retour dans un instant. Donc, de retour sur le plan de travail. Donc, assez simple, mais il faut être méthodique pour être sûr de ne pas se tromper. Ici, l'étape est cruciale. Le concept, c'est de transférer les échantillons. Ici, j'ai mon échantillon. J'ai ma réserve d'échantillons qui se trouve juste ici, par exemple. Donc, on transfère les échantillons qui sont dans nos sachets pour les mettre dans des microtubes. Ici, j'ai ma suite. Je suis rendu au trou numéro 3. Et puis l'idée, c'est de faire suivre sur une fiche que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo. À chaque fois qu'on dépose un échantillon, on va marquer notre numéro unique qui identifie notre échantillon dans la fiche pour suivre la position de l'échantillon dans sa rangée et dans sa colonne. Parce que cette plaque, nous l'envoyons à un fournisseur de séquençage de la Fungal Diversity Survey aux États-Unis. Et puis, c'est grâce à cette fiche qu'ils vont savoir quel échantillon se trouve dans quel tube, puis qu'ils pourront nous renvoyer les fichiers correspondants. Donc, l'étape ici, c'est d'être propre, dans le fond. Autrement dit, là, il faut s'assurer que nos objets sont décontaminés parce qu'on manipule de l'ADN. Il faut savoir avec quelle technologie on manipule l'ADN. Ici, on utilise en fait, notre fournisseur utilise la technologie nanopore. Donc, la technologie nanopore, ça pardonne un petit peu plus ce qui a trait la contamination, parce que s'il y a de la contamination dans l'échantillon, ça va la séquencer, mais ça va nous sortir plusieurs fichiers, autant de fichiers de séquences que de contaminants qui a été séquencé, ou d'échantillons qui a été séquencé. Donc, s'il y avait d'autres espèces de champignons dans notre tube, parce qu'on a fait une contamination croisée, elles auront un fichier, elles aussi, puis on pourra ouvrir les fichiers, finalement comparer, voir si vous aviez identifié que c'était une russule, puis finalement, vous ouvrez le fichier, puis c'est un cordyceps. Puis après ça, vous avez un autre fichier qui est une russule, vous savez que c'est la russule, votre fichier correct. Donc, ça pardonne un petit peu plus. Mais si vous envoyez vos spécimens à des laboratoires qui font du séquençage à partir de la technologie Sanger, à ce moment-là, vous seriez mal pris si vous aviez de la contamination. C'est un petit peu plus difficile à traiter, voire parfois impossible. Donc, on s'assure quand même de nettoyer nos objets. C'est assez simple. On prend de l'alcool ici. Moi, je mouille un papier brun. Je fais simplement frotter les surfaces. Le but, c'est de déloger les particules qui pourraient contenir de l'ADN sans plus. Bon, je prends mon scalpel. Je déloge les particules. Puis, je vais réutiliser finalement le même papier que je vais mettre de l'alcool à chaque fois. Le but, c'est physiquement de déloger, c'est pas de décontaminer nécessairement l'ADN, sachant qu'on manipule des particules dures et c'est pas des contaminations chimiques, là. Donc, j'ai un scalpel, j'ai ici une pince, puis je ferai attention. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que on veut ménager notre surface de travail. Si je dépose les échantillons sur ma surface de travail, il faudrait que je la nettoie à chaque fois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de papier. Je fais simplement le déposer ici, puis ça fait office de petite surface de travail que je vais me débarrasser à chaque échantillon. Donc là, ici, le principe, on s'en va chercher l'échantillon. Puis, on s'en va chercher une particule de notre champignon qui est à peine 1 mm par 1 mm. Ça n'a vraiment pas besoin d'être gros. Et puis, le truc pour savoir si c'est assez gros, c'est que lorsque vous pensez que c'est assez gros, c'est que c'est encore trop gros.
Ça veut dire que vous coupez en deux la partie que vous pensez que c'était assez gros, puis à ce moment-là, on devrait se retrouver avec un échantillon qui est de la bonne taille. Je vais essayer de rapprocher l'échantillon de la caméra. Je ne suis pas sûr que ça va... je pense pas que vous pouvez voir, peut-être... À ce moment-là, je ne pense pas que... Non, la caméra est pas capable de... Bref, vous voyez que vous ne voyez pas d'échantillon au bout de ma pince, mais il y a bel et bien une petite particule qui fait la grosseur d'un millimètre par un millimètre. On la dépose directement dans le tube. Essayez de la déposer au fond parce qu'à cause de l'électricité statique, ça a tendance à venir se coller directement en partant. L'échantillon est tellement léger qu'il va se coller au tube direct en partant. Et puis, vous voulez pas que ça arrive parce que des fois, vous le perdez. Il va sortir du tube. Et on referme le tube. On remet notre échantillon dans le sac. Et le tour est joué. Donc, vous procédez de la même façon. Vous assurez que les échantillons, vous ne les refaites pas. Moi, je les mets de l'autre côté de ma table de travail. Puis vous vous assurez de bien fermer le tube et de renettoyer vos instruments. Tout simplement. Puis vous continuez ainsi de suite pour chaque échantillon. Et on se retrouve sur la page internet de Notion pour suivre comment on organise notre séquence. Donc, de retour sur la page Notion, mais aussi sur le fichier auquel le fournisseur vous envoie pour suivre la trace de vos échantillons pour les correspondre à la rangée et la colonne du rack de microtubes. Donc, maintenant que vous avez un aperçu de la page Notion, on va sauter directement sur le fichier ici, qui est un tableur linéaire qui suit en fait les rangées et les colonnes. Donc, le principe ici, on a reçu ce fichier-là, ça doit dépendre de chaque entreprise. C'est une bonne méthode qu'ils ont. Donc, la méthode de la Fungal Diversity Survey, c'est qu'ils utilisent principalement une colonne, mais d'une manière linéaire, donc verticale, et vous avez un système de code 1, 1, donc ce qui veut dire rangée 1, colonne 1, rangée 1, colonne 2, rangée 1, colonne 3, ainsi de suite. Et quand vous arrivez à 2 ici, on tombe à la deuxième rangée, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'ici, on a procédé à une séquence. Et puis, ce qu'ils veulent, eux, c'est le ID qui est le numéro de iNaturalist. Et puis, si vous utilisez notre plateforme, si vous êtes membre de Mycosphéra, vous avez accès à notre plateforme de Notion. Vous voyez que le numéro de iNat, il est ici. Puis, ce numéro-là est automatiquement extrait via l'URL iNaturalist. Donc, vous n'avez pas besoin de le sortir par vous-même. Il est automatiquement extrait lorsque vous déposez votre observation à partir du lien iNaturalist. Il y a une autre vidéo qui explique comment faire l'exportation des observations iNaturalist vers votre espace personnel sur le portail. Donc, moi, je viens de procéder à l'échantillon 226. Ici, 226, et puis j'étais à la rangée 6 de la colonne 3. Donc, si je m'en vais ici, j'étais à la colonne 6 de la rangée 3. Donc, ce que je fais, c'est que je copie le numéro ici, puis je fais simplement le déposer ici, coller. Puis ce que je préfère même d'un coup, c'est que mes échantillons, je les fais en ordre décroissant, donc je pourrais simplement venir coller tout ça. Ça n'a pas marché. On pourrait tout simplement, en prévision du travail, faire ça, sachant que je vais procéder dans cet ordre-là. Cependant, les numéros d'iNaturalist, je vais les ajouter un à la fois pour me permettre de suivre où est-ce que je suis rendu. Une fois que vous avez déposé votre numéro d'ID, ça veut dire que l'étape avec le fournisseur est complétée. Lui, il va pouvoir faire la correspondance, mais vous voulez suivre votre échantillon à partir de notre plateforme. Donc, c'est ici l'intérêt de la page Atelier de séquençage. Ici, vous allez voir que dans l'onglet En cours,
avec mes initiales que j'ai créées sur mesure, que vous pouvez vous créer sur mesure. Vous avez une succession de filtres ici en bleu, ce sont les filtres activés. Donc moi, ce que je fais en ce moment, je suis en train de traiter des échantillons qui datent du 9 août. Donc ici, j'ai sélectionné un filtre date, j'ai sélectionné que les dates du 9 août. J'ai sélectionné les échantillons qui ne sont pas encore cochés au niveau de l'ADN. Les échantillons que mon fungarium est coché, parce que si je les fais séquencer, ça veut dire que j'en ai fait une collection par défaut. Je filtre seulement mes observations. Puis ensuite, ici, c'est un filtre, pas un filtre, c'est un tri de mes numéros de fongarium pour les avoir en ordre décroissant. Donc l'intérêt là, ici, c'est vraiment qu'on accélère la gestion de nos échantillons en direct. Et donc, lorsque je clique sur séquençage, je viens de créer une page dans mon autre base de données d'ADN, finalement, parce qu'ici, on se rappelle que c'est encore mes observations, mais avec des vues filtrées. Puis vous allez voir que la colonne ADN, elle va disparaître en fait, parce qu'il y a un processus automatique. Ça peut prendre un certain temps, là, à cause que je filme, mon ordinateur est un petit peu plus lent, mais vous allez voir que la colonne va disparaître parce qu'il y a un automatisme, il y a une programmation derrière qui dit que lorsque je clique sur séquençage, viens cocher la colonne ADN, puis puisque j'ai un filtre appliqué sur la colonne ADN qui est non cochée, ben, elle sera cochée automatiquement, donc elle va s'enlever de ma vue filtrée, puis je pourrai la retrouver finalement dans une autre vue ici. Elle va s'ajouter automatiquement ici. Ici, c'est un filtre contraire, c'est que c'est environ les mêmes filtres, mais ici, ADN, la filtration est sur coché. Puis, les dates, ça c'est mon ancienne séquence. Donc, ben, voyez-vous, j'ai oublié de mettre ici dans ma rangée 6, colonne 2. J'ai oublié de mettre mon numéro d'ADN, donc qui correspond à MRD 228. Fait que je vais le copier ici, puis je vais le déposer juste ici. Donc, je retourne. Normalement, vous voyez, maintenant 226 c'est disparu. Donc ça, c'est l'automatisme. Donc au fur et à mesure que je vais déposer des séquences, en fait que je vais cliquer sur séquençage, donc que je complète mes échantillons ici, par exemple 225, je m'apprête à faire 225, donc je vais aller insérer son numéro ici. Je vais procéder à son échantillonnage par la suite. Puis à la toute fin, je vais cliquer sur séquençage, puis on va retrouver ma séquence dans ma base de données séquençage qui est juste ici. Puis on voit que Cordyceps MRD 226 vient de s'ajouter. Puis l'intérêt, c'est qu'on peut faire suivre de l'information sur cette séquence-là. Et si je voulais savoir, eh ben, quelle est cette espèce, Cordyceps, je ne me rappelle pas, je veux avoir une vue, je clique dessus. Et vous tombez automatiquement sur l'observation en elle-même avec la photo, toutes les informations que j'ai besoin de savoir. Donc c'est l'intérêt vraiment d'avoir une correspondance entre une base de données de séquençage qu'on a créée sur mesure et puis ici une vue filtrée d'observation, mais appliquée pour faire nos ateliers de séquençage. Ça vous permet de suivre en temps réel où est-ce que vous en êtes rendu si vous faites vous-même votre propre séquençage ou que vous l'envoyez vous-même si vous avez un lot d'espèces à envoyer, ça commence à être difficile à suivre lorsque vous en avez beaucoup. Et puis le jour que vous obtiendrez les séquences, ça va permettre de les déposer via notre base de données de séquençage juste ici, et puis d'aller remplir les informations nécessaires. Et puis ça permet à la communauté présente de Mycosphaera de vous aider peut-être si vous avez besoin d'aide sur une des séquences. Si vous avez eu de la contamination, ça permet de faire le suivi. Et si vous avez besoin de les valider, par exemple, vous avez séquencé le spécimen, mais il n'est pas encore validé, ça vous permet de créer ce qu'on appelle dans le jargon un pipeline de travail, donc de suivre en temps réel où est-ce que vous en êtes rendu. Donc voilà l'intérêt d'utiliser la plateforme. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions.
Et puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, vous pouvez écrire directement sur Slack. Là, il y a une conversation à propos du séquençage génétique. Donc, gênez-vous pas de parler de vos trouvailles, de vos questions. Et on se retrouve sans plus tarder sur les réseaux sociaux.